Et il parle d'abreuver des différentes cultures, wolof, islamique, arabe et français. Et maintenant, l'essentiel, c'est de relier l'identité à la contradiction au profit d'un humanisme qui cherche à trouver un croisé de chemin entre les différentes cultures. Et dans une citation célèbre, celui-ci, il dit que être trop juif, trop musulman ou trop chrétien, cela risque de nous encombrer dans le vide du sectarisme. Il dit, soyons donc partisans de Dieu directement si nous voulons vivre en paix. Et partant de cette situation, au-delà de son aspect universaliste, conserve les principes fondamentaux d'un projet de société qui rejette toute tentation tribale, afin de forger une nation basée sur l'amour de Dieu, et que cet amour-là doit se refléter sur la tolérance religieuse. Et aujourd'hui, nous vivons dans un contexte marqué par une crise de logique, et il le dit beaucoup dans ses écrits, et d'interprétation entre les adeptes de religions différentes, et même au sein d'une religion, de même qu'au sein d'une confrérie, parce que ceux qui étudient bien la Tijaniya comprennent le débat qui est opposé entre les 11 graines et les 12 graines entre les Tijanis. Donc il est bon de recourir à l'enseignement des soufis pour échapper à la discorde. Toutefois, force est de reconnaître que les contrées du Sénégal ont toujours produit de grands érudits musulmans, tels que Cheikh Moussa Kamara, et je peux même ajouter le travail de Moussa Ndiaye avec Cheikh Amadou Bamba, Thierno Bocar et Ladji Malick Sy, qui ne cessaient d'enseigner à leurs disciples le caractère universel de l'islam. Et d'être une continuité, parce que là, dans leur position, ils ne voient pas l'islam comme une religion qui est née spirituellement sur le plan soufi, le temps soufi, avec le prophète Mohammed, mais c'est une religion qui remonte jusqu'à Abraham. Ce qui fait qu'il y a cette continuité dans le christianisme et dans ce qu'on appelle le judaïsme. Et dans cette perspective, il serait intéressant de revisiter l'universalisme d'un marabout sénégalais issu de la Tijaniya du nom de Serigne Cheikh, qui a marqué l'islam sénégalais dans la période surtout post-coloniale, même si dans la période coloniale il était aussi présent. En s'appuyant sur une démarche historienne, donc notre démarche, ce n'est pas une démarche philosophique, alliant recoupement des témoignages et réécoute, parce qu'on ne peut pas travailler sur Serigne Cheikh sans écouter ses vidéoconférences et tout ce qu'il a apporté comme audio, ce qu'on appelle la bandothèque. Le marabout de Tivaouane avait exposé une bonne partie de ses enseignements et son engagement dans la vie politique, économique et sociale des Sénégalais. De ce fait, nous allons comprendre en quoi le marabout intellectuel fut un universaliste dans l'Afliya Tijaniya, appartenant à la branche des Sy de Tivaouane, parce que nous savons que la Tijaniya, ce n'est pas seulement au Tivaouane, mais les deux branches les plus célèbres, c'est à Kaolack, avec surtout ce qu'on appelle le cosmopolite avec Cheikh Ibrahim Niass. Comment les enseignements du moins et discours de Serigne Cheikh intéressaient les Sénégalais, même de confession non musulmane. L'ancien ambassadeur du Sénégal au Caire, du moins, qui a fait le tour de plusieurs pays, avait dédié un poème. Et dans ses écrits, il y a un poème qu'il avait dédié au premier ministre chinois, c'est Zhou Enlai, de par son éthique. Parce que dans l'histoire, on dit qu'il fait partie des meilleurs premiers ministres du monde. Et son engagement à la cause humaine, en plus, la condamnation de Aldo Moro. Et Aldo Moro, c'est ici, a écrit un texte en arabe. Il commence par Noat al-Ilmu fi Ruman Sabahan. Et dans le texte, il plaide à quelqu'un, peut-être qu'on dit que même il n'est pas musulman, il n'est même pas croyant. Et c'est ici, il dit que moi, je vais le défendre dans le tribunal de Dieu. Donc là, ce sont des positions qui montre que c'est quelqu'un qui dépasse le cadre local pour aller dans ce qu'on appelle le cadre universel. Ces gestes ne révèlent-ils pas de son humanisme? Sa pensée n'engendra-t-elle pas une nouvelle compréhension de l'islam? Aujourd'hui, il y a le concept qu'on utilise même dans les émissions Dîner à Diamono. Je pense que Serigne Cheikh n'est pas loin des premiers à penser de cette façon-là, d'essayer de faire ce qu'on appelle cet équilibre entre la religion et ce qu'on appelle tous les éléments de la vie. L'objectif de notre travail est d'attirer l'attention des lecteurs sur la dimension multi-universelle de Serigne Cheikh, non parcourue malheureusement de la plupart des universitaires, parce que jusqu'au moment où on parle, il n'y a aucune thèse qui a été écrite sur Serigne Cheikh, et pourtant trop citée dans le grand public. Aujourd'hui, vous avez constaté que dans les débats, toujours, à chaque fois que deux personnes discutent dans les affaires sociales ou politiques, ils parlent de Serigne Cheikh Nena. Et maintenant, les universitaires étaient où au moment où la population disait Serigne Cheikh Nena. Et là, c'est Bakary Samb qui dit il n'y a pas de personnalité tant citée par les Sénégalais, que ce soit en matière religieuse ou sociopolitique, que Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Et malheureusement, même des prédicateurs
dans leur discours, qui, même en citant, souvent ils professent plus ce qui nous divise que ce qui nous réussit. Et maintenant, pour ce qui est ce qu'on appelle du plan, nous ne pouvons pas parcourir tout l'article, mais on va essayer de prendre quelques aspects. Le premier élément, c'est les origines mystérieuses et familiales d'un penseur cosmopolite. Serigne Cheikh, c'est quelqu'un qui est né à Saint-Louis du Sénégal. Et vous savez que Saint-Louis représentait quoi pendant la période? Déjà, le lieu, c'est un lieu de croisement entre ce qu'on appelle la culture Ndarnda, donc Wolof. Il y avait ce qu'on appelle l'administration coloniale qui était là. Et il y a tout un ensemble aussi, la civilisation arabo-musulmane qui vient de ce qu'on appelle de la Mauritanie. Parce que si on remonte à l'histoire, le premier roi qui s'est converti à l'islam, c'était Wad Jabi, c'est dans ces contrées-là. Et maintenant, cette contrée-là, et que Serigne Cheikh aussi appartenait à trois cultures. Il y a une culture tout couleur, si on remonte à ses ancêtres, parce que il y a son grand-père de Kaolack. Il y a aussi la culture sérère avec Selbé Ndofène. Peut-être qu'on n'a pas le temps pour arriver à ce qu'on appelle, mais tout ça, on a essayé de faire tout un ensemble de généalogies, de montrer que Serigne Cheikh appartient à trois types de civilisation. Donc il y a l'apport entre ce qu'on appelle l'aristocratie qui est là, et il le disait, hein, donc je suis à la fois homme qui appartient à une famille qui s'intéresse à la religion, de la même manière aussi j'ai un grand-père qui est tchèdre. Donc là aussi, il accepte ce qu'on appelle son appartenance, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un ensemble de manipulations sur les concepts de tchèdre, de rejeter votre identité alors que tel n'est pas le cas. Donc nous pouvons dire que peut-être qu'il y a beaucoup de sources certaines, si vous allez à faire des investigations sur la naissance de Serigne Cheikh, il parle des choses miraculeuses, qu'il est né avec son nom, donc il y a énormément de choses qu'on a dit là-dessus, mais tout ça a été mentionné avec des critiques sur cette question-là. Maintenant, c'est qu'on ne voit pas une contradiction entre par rapport à nos enquêteurs, c'est que la date de naissance de Serigne Cheikh n'engendre pas de contradiction. Donc, entre les différentes sources que nous avons intéressées, qui le situent le 29 décembre 1925 à Saint-Louis du Sénégal, donc je vous ai parlé de l'AOF qui joue un rôle important, qui était un creuset multilingue, ce qu'on appelle le pluralisme philosophique. Maintenant, si nous passons à ce qu'on appelle à notre deuxième point, qui essaie de voir le marabout intellectuel. Parce qu'on ne peut pas parler d'universalisme si on ne connaît pas. Et que le marabout en costume, beaucoup pensent qu'il était, par rapport à nos intellectuels, qu'il était en devant de ses contemporains. Dans un monde en pleine modernité, on ne lui reconnaît un parcours. Ça dit que Serigne Cheikh, c'est ça. Donc, on ne lui reconnaît aucun parcours scolaire ni universitaire. Pourtant, il connaissait il avait une connaissance parfaite de la philosophie hellénistique. Et là, on va y revenir parce qu'il y a une partie consacrée à la philosophie de Serigne Cheikh. Il maîtrisait aussi des savants de l'époque médiévale, à l'image d'Al-Ghazali. Il citait les débats, la contradiction entre Al-Ghazali et ce qu'on appelle Ibn Rushd. Et maintenant, son souci majeur était de vulgariser le savoir. Il ne cessait de le rappeler toujours dans ses sorties. Au risque de me répéter, je vous rappelle que votre rôle est avant tout d'étudier et d'organiser la nature qui est en nous, hors de nous, pour l'avènement de la justice, de la bonté, et déclarer ça dans une conférence en 1961 en Rufisque. Pour cette raison, ça dit que sa démarche intellectuelle, il était suivi par un grand public à travers la célébration du Mawlud Gamou, parce qu'on savait qu'il y a une autre façon de faire le Gamou, mais Serigne Cheikh rompt avec cette façon-là. Où il était réputé être le marabout de sa génération, la tendance jeune, ce que disent certains. C'est sorti en tant que maître de conférence, qui maîtrisait parfaitement la langue arabe tout en s'habillant en costume occidental. Comme de la même manière, il pouvait reformuler son texte en arabe, en français, en s'appuyant aussi sur les savants occidentaux. Sa précocité intellectuelle justifiant son surnom de marabout intellectuel. Et beaucoup de nos enquêteurs, ils nous disent que Serigne Cheikh, à ce moment-là, on l'appelait le marabout chef. Et d'autres même disaient qu'il est plus qu'un marabout. Et là, tout ça, mais ça dépend des positions par rapport à la personne. Donc cela montre que Serigne Cheikh n'a pas attendu, donc, pour certains, à la mort de son père pour se présenter comme calife. Et même on a vu qu'au moment où les gens disaient qu'il était calife, on ne le voyait même pas. Donc voilà quelque chose qui montre. Et maintenant, devant une jeunesse en perdition et en crise de valeur, le marabout se positionne. Le marabout se positionne comme un remède
à ce fléau qui gangrène la société. D'abord, il incitait les Sénégalais à la recherche du savoir, comme disait le prophète. La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman, comme aussi pour chaque musulman. Et il disait que pour combattre le mal d'une génération, il faut mettre du bien à côté du mal. Comme dit Dalal, le guide religieux menait son combat envers les jeunes pour pérenniser la doctrine, puisque il y a l'adage qui dit que instruire les vieux, c'est écrire à la surface de l'eau, alors que instruire les jeunes, c'est graver sur le roc. Donc pour attirer la jeunesse, il avait fini par abandonner le gamou traditionnel, et là je l'ai dit tantôt, qui consiste à faire des veillées nocturnes. Parce que dans le soufisme, surtout ici en Afrique de l'Ouest, d'avant le soufisme classique quelque part, les jeunes n'étaient pas impliqués, et les femmes. C'était une affaire des vieux. Et que celui-ci va essayer de rompre avec ce qu'on appelle cette étape. Aujourd'hui, si les confréries aussi ont quelque part résisté à la détermination, donc il y a ce qu'on appelle l'apport de ces savants-là, parce qu'il avait deux postures. D'abord, il était un intellectuel francophone et aussi arabophone, donc il maîtrisait ce qu'on appelle la langue arabe. Et maintenant, le deuxième point, on parle de celui-ci, le religieux qui fait un bon usage de la modernité. Donc c'est quelqu'un qui s'ouvre et qui, après avoir étudié les différentes sciences, comme dans toutes les universités, ce qu'on appelle islamique, la théologie, sciences, grammaire, astronomie, fondée depuis, surtout à l'université de Tivaouane, parce que celui-ci a été formé par ce qu'on appelle les muhaddam, qui étaient au niveau, parce qu'il n'est pas né à Tivaouane, mais il a fait ce qu'on appelle sa formation religieuse à Tivaouane, au niveau de l'université populaire de la Mali, qui a été fondée depuis 1902, et bien avant c'était Andiarmé. Donc la tendance à confondre, parce qu'aujourd'hui il y a un débat, il y en a qui confondent ce qu'on appelle l'occidentalisme et le modernisme. Parce que c'est pas la même chose. Donc il dit que la tendance à confondre occidentalisme et modernisme relève d'une vision européocentrique de la modernité qui concerne les autres parties du monde comme des périphéries qui ont intérêt, ou bien une périphérie du monde qui a intérêt à imiter l'Occident. Alors que la modernité est perceptible dans toutes les sociétés qui arrivent à mettre à jour leur savoir et connaissances techniques. Aujourd'hui, la civilisation occidentale se repose sur, mais il a fait une critique de la civilisation occidentale quelque part, qui s'appuie sur ce qu'on appelle, et dans un texte arabe, il dit que dans ce qu'on appelle ce qu'on appelle l'Occident, c'est un monde de fous. Parce que c'est un monde marqué plus. Et là, on le voit avec même un coup de pelon avec David Diop. Il parle que dans un pays où les bâtiments, les constructions touchent le ciel et que les cœurs ne se touchent pas. Et maintenant, ce qu'on veut montrer par rapport à cette partie-là, c'est que le guide voulait faire ce qu'on appelle, et il y a un concept qui dit que pour s'éloigner à l'archaïsme des bâtiments. Autrement dit, ressembler à son temps vaut mieux que ressembler à son père. Et nous tous, nous savons que les parents vivaient à des époques, et ils considèrent la technologie occidentale comme des jumtukai. Ils utilisent ça en Europe. Ce sont des techniques, des prédispositions que l'homme va essayer d'utiliser pour essayer maintenant de mettre en place ce qu'on appelle tout ce qu'il veut réaliser. Et maintenant, plus rapidement, nous allons parler quelque part de l'incarnation de la philosophie d'un soufi. Et qu'il y a un débat sur ce qu'on appelle la philosophie produite en Afrique subsaharienne. Et que dans cette philosophie, nous voyons que la philosophie produite en Afrique subsaharienne par les lettrés et penseurs musulmans reste un sujet marginal dans l'enseignement de la philosophie en Afrique. Je dis bien les lettrés et penseurs musulmans. Reste un sujet marginal dans l'enseignement de la philosophie en Afrique, dans les écoles et universités. En effet, le modèle d'enseignement bâti à partir de la bibliothèque coloniale, pour reprendre Yves Moudembe, est centré sur les écrits de philosophes occidentaux tels qu'Aristote, Platon, Kant, Hegel, et parfois des philosophes musulmans ayant une influence en Occident tels qu'Avicenne, Averroès. Et là sont des livres d'Ibrahim Diop, donc qui était doyen de la faculté. Il a écrit un ouvrage intéressant, et je pense que ça intéresse les philosophes, c'est Foi réfléchir en islam, où il fait toute la littérature philosophique qui a été produite en Afrique subsaharienne en passant de l'année 1492 avec les questions d'Al-Maghidi, avec Askia Mohamed, et jusqu'à la période contemporaine. Et je pense que cet ouvrage-là servira beaucoup de choses aux philosophes qui travaillent surtout sur les questions religieuses. Donc la réponse de Diop est non. Le philosophe sénégalais El Hadji Ibrahima Diop, qui a emprunté la formule d'une foi réfléchie en islam, met en relief des réponses qui ont été formulées et défendues entre le 15e et 20e siècle par des élites intellectuelles et théologiens au sud du Sahara, rompant à un discours hégémonique, colonial,
partant du postulat erroné que le Sahara était une barrière entre Afrique du Nord et de la textualité et une Afrique subsaharienne de l'oralité. Donc il faut comprendre que de la même manière où on a critiqué ce qu'on appelle la critique occidentale de l'histoire de l'Afrique, de la même manière aussi avec les écrits des Arabes, surtout avec l'orientalisme de Edouard Saïd, que l'Afrique subsaharienne était une périphérie non intégrée dans ce qu'on appelle dans les sciences islamiques. Et ce qui, en réalité, si on revisite la pensée de Serigne Cheikh, vous allez voir tout un ensemble de philosophies qui. Maintenant, ce survol historique sur la pensée philosophique en Afrique subsaharienne et la construction d'un logos puissant sur les sources d'un islam soufi nous permet de connaître les sages sénégalais qui ont beaucoup influencé Serigne Cheikh. En effet, sa philosophie puise ses racines à Tivaouane, une des centres d'intellectuels du Sénégal. Il cite toujours El Hadji Malick dans toute sa pensée, avec ce qu'on appelle une critique qu'il a fait aux Ada, ce qu'il dit les Ada Wolof, les coutumes, les traditions, qui quelquefois les critiquent pour essayer maintenant d'assainir ce qu'on appelle la société. Et dans sa démarche, même par rapport à ces conférences, vous verrez que Serigne Cheikh appelle toujours à une critique profonde des choses. Et dans les audios, il parle tout le temps de Seetal Loolu, qui est une démarche critique pour accéder à ce qu'on appelle à la vérité. Et dans sa façon de voir, il est ce qu'on appelle ouvert à un dialogue, en parlant de ce qu'on appelle en Wolof, sama deug, ce deug ak deug. Et là, nous retrouvons ça dans ce qu'on appelle les textes de Amadou Hampâté-Bâ avec ma vérité, ta vérité et la vérité. Toujours dans ses critiques, il adresse aussi à des... Et il a participé aussi à des débats. Et il y a, si on lit, il y a l'ouvrage de El Hadji Samba Diallo, je pense qu'actuellement, il fait partie des personnes qui produisent plus sur Serigne Cheikh. Donc il y a un ouvrage sur ce qu'on appelle l'effervescence de la Tidjaniya. Et il y a une partie réservée à la philosophie de Serigne Cheikh où il fait ce qu'on appelle la critique du diamono, donc le temps en tant que tel, Ada, ce qu'on appelle les traditions, et ce qu'on appelle tout ce qui est en rapport avec ce qu'on appelle les pensées et les idéologies venant de l'Occident. Et dans une conférence en Algérie, on lui a demandé, est-ce qu'en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, là où vous vivez, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut considérer comme philosophe? Et Serigne Cheikh, il dit que j'ai resté pendant un moment, je ne pouvais pas répondre, mais après quelques temps, je me suis dit oui, il y a un Sénégalais qu'on peut taxer de ce qu'on appelle de philosophe. Et les gens pensaient qu'il va donner des Sénégalais, ce qu'on appelle des penseurs connus partout. Et on lui a dit, qu'est-ce que ce savant a proposé comme pensée? Il dit, lorsqu'on l'a demandé la question suivante, est-ce que musique Dagana? Et ça dit que toujours il y a des gens qui posent cette question-là. Est-ce que musique Dagana? Tout le temps, les gens ne parlent pas de ce qu'on appelle d'un fait de voir est-ce que cette question-là a été demandée, parce que dans ce qu'on appelle les postulats dans le Coran, c'est ça. Toujours si on demande une question qui s'intéresse à la religion, il faut voir le Coran, les hadiths, et maintenant la dernière phase c'est... Donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolé, mais je comprends.